Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc moi, vous savez que j'étais en charge de la santé au travail et l'environnement dans cette université. Maintenant, je suis un petit peu en retrait, ce qui me permet de prendre le temps de regarder des choses qu'on n'avait pas le temps de voir quand on avait le nez dans le guidon. Et en particulier sur ce sujet, précarité, travail et santé. Et c'est pour ça que je remercie aussi les organisateurs d'avoir créé cette dynamique. Et cette dynamique est d'autant plus importante qu'elle rassemble aujourd'hui des gens d'horizons très différents qui devraient travailler ensemble, qui ne travaillent pas toujours ensemble, qui travaillent parfois un petit peu en tuyau d'orgue. Et donc l'objet de la réunion d'aujourd'hui, c'est de rassembler un petit peu les forces en présence de manière à être un peu plus efficace sur ce sujet. Alors, je vais aller très rapidement parce que moi, je vais parler que de la santé au travail. Geneviève va parler de la précarité d'une façon plus générale. Je vais vous montrer comment, en fait, la précarité peut être liée au travail lui-même ou peut favoriser des effets pathogènes du travail. Donc, on va juste regarder ce petit schéma que j'aime bien parce que je trouve qu'il est assez didactique. Vous travaillez, vous avez un ou plusieurs emplois. Dans chaque emploi, vous avez des activités qui sont définies justement par le poste de travail. À chaque poste de travail, en fonction de ces procédés, vous avez des facteurs de risque qu'on appelle aussi danger ou nuisance. Ça peut être chimique, physique, etc. Ces facteurs de risque n'ont de sens en termes de risque que s'il y a une exposition, bien entendu. Et lorsqu'il y a une exposition, malheureusement, il y a une probabilité de développer une maladie. Et on arrive au terme ultime qui est l'apparition de cette maladie. Et cette maladie, elle est compliquée ce détriment sanitaire, il est aussi compliqué à analyser parce qu'on a des critères qui ne sont pas évidents à comprendre pour le public et qui sont donc des critères de définition des accidents du travail, de définition des maladies professionnelles, qui sont des définitions très restrictives et qui ne prennent pas en charge, habituellement d'ailleurs, l'aggravation des comorbidités par le travail. Donc on a un manque de données absolument criant, en particulier dans les situations les plus précaires, sur l'impact sanitaire. Alors, ça c'est le côté négatif. Le côté positif, c'est que, bien entendu, depuis les lois sur la santé au travail de 1945, on a mis en place des procédures de prévention primaire sur les facteurs de risque eux-mêmes, prévention secondaire quand malheureusement les expositions ont eu lieu, et prévention tertiaire quand la pathologie est survenue. Et ces systèmes de prévention sont aussi bien liés au Code du travail, au Code de la sécurité sociale et à l'organisation de la santé au travail de façon plus générale en France. Et vous verrez que malheureusement, les plus précaires ne vont pas bénéficier de cette organisation de la prévention qui est par ailleurs très intéressante. Alors, un autre problème qui va aggraver un petit peu les choses, c'est que malheureusement, une fois que les gens sont malades au travail, quelle que soit l'origine de la maladie, il va y avoir donc des conséquences sur l'emploi, sur le maintien de l'emploi. Parce que soit il y a une incapacité professionnelle, une incapacité fonctionnelle avec une inaptitude professionnelle, donc ils ne peuvent plus faire le boulot qu'on leur demande de faire, soit il y a une inaptitude médicale, c'est-à-dire que si on les laisse continuer à travailler, leur situation médicale va s'aggraver, donc on ne peut pas les laisser travailler. Sauf si on fait une adaptation de poste, mais malheureusement, et en particulier chez les plus précaires, ces adaptations de poste ne sont pas faciles et ça se termine très souvent par des licenciements. Donc ça, il faut vraiment avoir ce schéma en tête parce que ça explique beaucoup de choses de la relation entre travail-santé, mais aussi ce que peut faire la précarité en plus. Alors, les conséquences du travail sur la santé, je viens d'en parler, donc je ne vais pas insister trop là-dessus, sous déclaration, sous reconnaissance, et en fait, dans les études dont on dispose, il y a très peu de données sur
des impacts sanitaires dans des situations justement de précarité au travail. Donc ça, il y a un appel à des études à faire pour mieux documenter ces données. Et puis pareil, lorsque la pathologie arrive, on n'a pas d'informations actuellement sur l'impact en termes de maintien dans l'emploi. On sait globalement que ces inaptitudes ont un impact dans l'ensemble des travailleurs, mais chez les plus précaires, on n'a pas d'informations particulières. Donc on manque beaucoup de données. Alors ça, c'est juste un petit schéma qui illustre un petit peu les deux pôles là, qui nous intéressent aujourd'hui, c'est-à-dire en haut le travail précaire et en bas la précarité préalable au travail. Et tout ça, ça va interfacer avec le schéma que je viens de vous montrer. Si j'insiste un tout petit peu sur la partie précarité du travail, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est le statut. Effectivement, parmi les salariés sont les plus protégés actuellement. Mais parce qu'ils ont un contrat avec l'employeur, parce qu'ils sont dans une organisation qui est suivie, etc. Mais à l'intérieur des salariés, il y a quand même des situations de précarité du travail. C'est les CDD, enfin c'est tout ce qui est contrat court. Donc les CDD, et puis les apprentis, les stagiaires, les saisonniers, on va en reparler tout à l'heure, les contrats de chantier, le travail étudiant, etc., etc. Il y a beaucoup de situations de travail très court qui échappent au système de prévention, même s'ils ont droit à ce système de prévention. Après, il y a les salariés qui sont dans une situation très particulière qui est l'intérim, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour quelqu'un d'autre que leur employeur. Et ça pose des problèmes très importants en termes d'accompagnement et de prévention. Donc, qui dit défaut de prévention, dit effectivement détriment sanitaire. Et enfin, il y a les non-salariés. Et dans les non-salariés, il y a évidemment les auto-entrepreneurs, et on en reparlera tout à l'heure avec les livreurs des plateformes, qui sont un des exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. Et puis, il y a un certain nombre d'artisans qui travaillent tout seuls dans leur coin, qui n'ont pas de salariés, donc qui ne sont pas inclus dans une dynamique d'entreprise et qui vont avoir les mêmes problèmes que les auto-entrepreneurs. L'autre situation, travail précaire enfin, travail et précarité, c'est le fait que la plupart de ces gens-là sont peu qualifiés, donc vont avoir les postes les plus difficiles, avec en plus une culture de la prévention qui n'est pas du tout ancrée dans leur formation. Ils ont la plupart du temps pas suffisamment de formation professionnelle. Et donc ça se voit partout, hein, dans tous les types de contrats, même chez les CDI. Vous avez aussi, dans les emplois peu qualifiés, des conditions de travail qui sont évidemment plus difficiles. La précarité liée à l'organisation de la prévention, je viens d'en parler. Alors j'insiste un tout petit peu, les travailleurs indépendants n'ont pas droit à la médecine du travail, sauf s'ils font une demande d'adhésion spécifique, enfin d'adhésion volontaire, qu'ils doivent payer. Pareil, les travailleurs indépendants, pour le moment, ne sont pas pris dans le système du régime général de la sécurité sociale en termes de services techniques des services de prévention des CARSAT. Ils peuvent être pris en charge par les services sociaux, mais quelque part, il y a plus de difficultés. Alors j'insiste simplement sur le fait que pour ces travailleurs indépendants, je répète encore, les actions de l'URSSAF qui sont très intéressantes à développer et à connaître pour pouvoir les proposer éventuellement aux travailleurs indépendants qui deviennent handicapés. Et enfin, les difficultés, je vous avais dit, les salariés normalement sont tous assujettis à la médecine du travail, sauf que quand ils ont des contrats très courts, il y a des problèmes d'organisation qui font qu'ils passent souvent au-dessous des radars et on n'a pas le temps de les voir parce que leur travail est trop court et donc le système est un peu lent à réagir. Alors quelques chiffres. Ce n'est pas des situations exceptionnelles. Vous voyez que ça, c'est les données de l'INSEE. Je vais passer très rapidement. Que ce soit les indépendants, c'est la partie en haut
rouge du tableau, ou que ce soit les contrats courts, vous voyez que ça représente quand même des pourcentages non négligeables. Et en gros, il y a à peu près 2 millions de personnes parmi les 28 millions de travailleurs qui sont dans ces situations de précarité au travail pour les raisons que je viens de vous dire. Là aussi, il y a une dynamique. Hein. C'est absolument la situation en 2020 ou 2024 n'est pas la même que celle qu'on avait en 82. Vous voyez l'évolution des courbes. Déjà au niveau social, la décroissance des cols bleus et l'augmentation des cols blancs. Et puis vous voyez que l'évolution aussi des indépendants ou des CDD, donc c'est vrai les précaires dont je viens de vous parler, là aussi ça s'est un peu stabilisé depuis le début des années 2000, mais il y a eu donc une forte évolution des choses par rapport aux années 80. Juste aussi un exemple, puisqu'on en reparlera, ça c'est les auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs aussi, vous voyez que les choses bougent pas mal, mais dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nouvelles immatriculations dans une année, donc plus 8% en un an, mais il y a aussi beaucoup de radiations, plus 13% en un an, sur les dernières statistiques de l'INSEE. Donc vous voyez que c'est aussi un profil très instable. Et puis, au niveau de l'intérim, c'est pareil. Vous avez aussi des fluctuations qui sont très dépendantes du secteur dans lequel on va utiliser des travailleurs intérimaires. Donc évidemment, l'INSEE suit ça. Par contre, ça, il y a des données fiables et à jour, en particulier à l'INSEE. Dernier point, précarité et travail. Donc, les personnes peuvent être précaires avant de commencer à travailler, bien entendu. Et donc, du coup, cette précarité initiale va interférer avec le travail. Et en fait, ces sujets précaires qui vont travailler dans des situations précaires, pour eux, c'est évidemment à la fois tout ce que je viens de vous dire sur les déterminants sanitaires là, du travail précaire, et en plus, ils ont leurs propres problèmes sanitaires, et en particulier les co-expositions et les comorbidités qui vont interagir avec les facteurs de risque du travail. Donc au total, pour eux, c'est vraiment la double peine. C'est-à-dire que, un, ils sont précaires, et deux, en plus, ils vont travailler dans une situation précaire. Donc, ça peut être vraiment catastrophique s'il n'y a pas d'accompagnement. Au contraire, le travail peut les sortir de la précarité initiale s'il y a l'accompagnement ad hoc. Et enfin, je terminerai par cette diapo qui me semble importante. Actuellement, aujourd'hui, en 2024, il y a plein d'intervenants, et vous êtes le témoin de ces intervenants. Il y a l'État, il y a les collectivités territoriales, il y a la sécurité sociale, il y a l'université, il y a l'hôpital, il y a les agences sanitaires. Tout le monde travaille sur ce domaine de la précarité, et en particulier de la précarité au travail, sauf que à mon sens, et depuis que je travaille un peu là-dessus, il manque une coordination évidente. Il y a beaucoup d'argent, en fait, qui circule, mais cet argent n'est pas forcément utilisé à bon escient et de façon complémentaire. Donc ça, c'est un appel à la coordination qui me semble extrêmement important. Et puis ma deuxième conclusion, c'est à l'avenir, effectivement, il va falloir faire évoluer le Code du travail et le Code de la sécurité sociale si on veut prendre en compte un certain nombre de paramètres dont je viens de vous parler, et qui, eux, sont plus politiques et sont plus compliqués à mettre en œuvre. Mais déjà, si on arrivait à se coordonner correctement aujourd'hui, ça serait formidable. Merci beaucoup.